bonjour à tous, donc Pierre Donzello, Placo Isobert. Donc j'ai le plaisir d'animer cette table ronde sur l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, c'est avant tout un large sujet qui est vaste et long et qui est aujourd'hui complètement intégré aux entreprises. Et lors de cette table, nous allons faire un focus sur la déconstruction, la gestion des déchets de chantier et leur réemploi dans les matériaux de construction. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le secteur du bâtiment a fortement avancé. On note des avancées significatives grâce notamment à la mobilisation de tous les acteurs de la profession. Donc là, vous découvrez les partenaires que Anne-Cécile a présentés et qui sont aujourd'hui qui composent notre table. Donc constructeurs, organisations professionnelles et industrielles. Maintenant, je vais laisser la parole à Maïté Ketterer, qui est notre spécialiste de cette table ronde sur l'économie circulaire. Merci. Ça fonctionne, génial. Alors, je commence par la partie pas drôle, la réglementation. Elle peut être un avantage, la réglementation. Elle peut faire avancer les choses. Elle est parfois difficile à digérer. C'est le cas de la REP que je vais vous présenter là. Mais je suis sûre qu'on y arrivera. Voilà, c'est un message d'encouragement et positif. Donc, la REP, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est la responsabilité élargie du producteur. C'est un très vieux principe qui permet de financer les déchets en France. Et sur les bâtiments, c'est très récent puisqu'elle a été élaborée entre 2020 et 2021 et qu'elle est vraiment opérationnelle, vous le voyez, depuis le 1er mai sur le terrain. Alors, je vais vous expliquer ce que ça change, etc. Retenez qu'il y a 4 éco-organismes qui sont maintenant chargés de vous accompagner dans le financement de la gestion de vos déchets, mais aussi qui sont là pour vous conseiller sur la partie opérationnelle. Donc, ce n'est pas encore complètement en place, on le sait. On a commencé à ouvrir des déchetteries dans les agences de distribution, et donc il y a beaucoup d'artisans qui aujourd'hui arrivent à déposer leurs déchets gratuitement dans les agents de distribution. Ce n'est pas le cas partout, c'est une démarche progressive, voilà, donc ça démarre. Alors, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, une démolition, ça ressemble à peu près à ça, et il faudrait passer à ça. Et en bas des chantiers, ça ressemble à ça, et demain, ça doit ressembler à ça. Donc, bien évidemment, le travail, il est important. Il faut changer les habitudes, il faut trouver les bons réflexes. Ça ne va pas se faire tout seul. Et c'est pour ça aussi qu'il y a vraiment un sujet d'accompagnement, et notamment les fédérations sont là aussi pour vous aider, parce qu'il faut arriver vraiment à passer le cap et arriver à trier les déchets. Alors, pourquoi trier les déchets ? Parce que, alors, j'ai fait exprès pour vous faire peur de mettre la grande liste à droite, mais regardez surtout à gauche. Parce que si vous triez 7 flux sur vos chantiers, vous pouvez aujourd'hui, et vous pourrez encore plus demain, les déposer gratuitement dans les points de collecte qui seront gérés par les éco-organismes, et donc vous évitez ce coût. Alors vous allez me dire, oui, mais on paye déjà la REP, l'éco-contribution est là, elle est dans les produits, c'est vrai. Et donc l'idée, c'est de trier au plus vite pour arriver à au plus vite bénéficier de ces soutiens financiers de la REP. Donc évidemment, ce tri, ça commence sur les chantiers, et là, je vais laisser quelqu'un qui gère des chantiers en parler. Merci Maïté. Il y a 2 grands axes. Le premier point, c'est une volonté d'engagement. Donc, au sein des sociétés que j'ai la chance de diriger, chez Maison Berval, on est impliqué NFHQE via Cercal. Donc, ça fait partie du référentiel. On a une charte chantier propre qu'on avait développée à l'époque en collaboration avec Saint-Gobain. Et puis, dans le groupe dont j'ai le bonheur d'appartenir, Hexahomme, c'est aussi un point important, et notamment au travers des enquêtes de satisfaction client. C'est du management direct par les conducteurs de travaux, mais c'est aussi plus compliqué, c'est du management indirect de nos artisans et plus spécifiquement des employés de nos artisans. Donc c'est une remontée de chaque instant, une veille de chaque instant. Je vous ai illustré les chantiers propres sur des territoires contraints, parce que je construis en Île-de-France, donc les fonciers sont plutôt mesurés en taille. Donc, pour juste prouver qu'on peut être sur des territoires contraints et quand même des terrains contraints et pouvoir quand même organiser le chantier de manière propre, à la fois pour notre client, à la fois pour nos équipes, pour le voisinage et pour les collectivités qui y sont attentives. Donc là, c'est l'exemple d'un chantier qui fait 340 mètres carrés avec le rangement sur le côté des déchets. Un autre terrain un peu plus petit, 300 mètres carrés, où on a mis tout sur le mur d'enceinte. Et puis un troisième un peu plus grand,
de 710 mètres carrés, où là aussi, on essaie d'organiser au mieux à la fois le tri des déchets et leur positionnement sur le foncier. Alors, on a dit c'est important de trier, il y a un aspect financier, il y a aussi un réel aspect circulaire, c'est que si on trie les déchets, c'est parce que quand on les laisse en mélange, certains d'entre eux ne sont plus recyclables. Voilà, tout simplement, si vous videz une fin de bétonneuse dans un mélange de déchets, eh bien, vous ne pourrez rien en faire. Donc le sujet, c'est de dire, si on sépare les matières, c'est parce qu'elles peuvent rejoindre des filières. C'est déjà le cas pour un certain nombre d'entre elles. On vous a donné 2 exemples ici. Sur le plâtre, l'année dernière, on a à peu près recyclé 80 000 tonnes de plâtre dans les usines. Ça veut dire que quand on veut des matériaux qui intègrent du recyclé, eh bien, il faut les chercher sur les chantiers. Donc à nouveau, tout démarre sur les chantiers. Donc c'est une réalité. Sur la laine de verre, c'est aujourd'hui, je dirais, à une échelle plus petite, parce que c'est moins en place. Mais aujourd'hui, sachez que ça se recycle vraiment. On a, nous, des usines qui sont capables de refondre la laine de verre pour refabriquer du calcin qui est directement réintégré dans la laine de verre. Vous n'avez pas d'image aussi, mais c'est aussi valable pour le verre plat. Donc, trier, ce n'est pas que une optimisation économique de votre chantier aujourd'hui, c'est aussi une optimisation circulaire, à nouveau, pour des sujets de ressources et d'impact carbone dans la plupart des cas. Donc des exemples de recyclage pour Placo et Isover. Donc on a nos filières de recyclage qui est Placo Recycling. Il faut savoir que le gypse est la matière première qui est nécessaire à la fabrication de toutes vos plaques de plâtre que vous utilisez sur vos chantiers. Et notre volonté, c'est de préserver au maximum cette ressource. Et pour la préserver, il faut savoir que chaque année, on recycle de plus en plus de plâtre. Et aujourd'hui, donc, nous sommes le premier recycleur en France, et la moitié du plâtre qui est recyclé en France, il est fait par Placo Recycling. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'objectif 2030, c'est d'arriver à 200 000 tonnes, ce qui est un objectif plutôt ambitieux. Pour la laine de verre, c'est à peu près la même philosophie, c'est-à-dire qu'elle est fabriquée par l'extraction de silice en carrière, l'objectif étant toujours de préserver cette ressource naturelle. Et pour cela, nous utilisons de plus en plus de verre recyclé dans nos productions. Aujourd'hui, en moyenne, on est déjà à 50% de verre recyclé. Et à l'horizon de 2030, l'objectif, c'est de monter à plus de 80%. J'ai entendu parler pas mal d'innovation tout à l'heure. Donc nous aussi, on a innové de manière pragmatique chez Placo. Et pour imager tout ça, on a une innovation qui est une première mondiale, c'est qu'une plaque de plâtre avec 50%, plus de 50% de plâtre recyclé. Alors, ça peut sembler peut-être anodin, mais pas du tout. Il faut savoir que la plupart des usines en France contiennent en moyenne, selon les unités de production, entre 13 et 17%. Donc 50, c'est franchement une belle avancée. Ce qu'il faut savoir et retenir également, c'est que cette plaque a les mêmes caractéristiques techniques qu'une plaque de BA13 standard. Et du coup, elle est alimentée par les filières de la REP, bien entendu. À titre d'exemple concret, donc, nous avons travaillé dernièrement, nous avons fait une opération avec un promoteur qui est Neolia, et pour un programme de 16 logements dans le Doubs, et nous avons mis en œuvre cette plaque, ce qui a contribué bien sûr à améliorer le bilan environnemental de l'ouvrage. Et après le plâtre, on va parler gros œuvres. Oups, ah non, on va revenir en arrière, pardon. Merci. S'il veut bien. Il veut bien. Super. Effectivement, quand on parle environnement, aujourd'hui on parle souvent carbone. Et quand on parle carbone, souvent on a tendance à dire le matériau le plus présent, le plus lourd dans le bâtiment, c'est le béton. Donc c'est à lui de faire l'effort. Et on le fait déjà. Mais quand on parle d'économie circulaire, sur les autres sujets de l'environnement, le matériau le plus présent, c'est aussi un gros enjeu pour recréer de la matière. Alors la situation aujourd'hui est déjà engagée, déjà un peu mature. Avec les ciments, aujourd'hui, on utilise déjà des captations. Vous avez un chiffre, là, 2020, qui indique qu'effectivement, on a déjà un gros volume
de matières qui sont, ou de ce produit qui sont valorisés, issus de notre boucle à nous, à laquelle s'ajoutent d'autres composants de substitution qu'on peut éventuellement utiliser dans la production des ciments, soit en combustible fossile, soit en éléments de base de nos ciments. Donc c'est aussi déjà une industrie qui, à ce stade-là, s'est engagée sur la voie de l'économie circulaire et de la récupération de matière. Mais plus loin, il faut récupérer le béton. Alors le béton, c'est un matériau qui est 100% recyclable aujourd'hui, les techniques sont éprouvées, on sait le faire. Et sur le plan national, on est à peu près à 75% des éléments de béton récupérés qui sont réincorporés et réutilisés, recyclés dans des usages qui ne sont pas forcément ceux utilisés dans le bâtiment. Donc il va falloir réorienter tout ça, s'améliorer. Mais il y a des questions pour les amener dans le bâtiment qui sont assez légitimes. Quel est le niveau de connaissance et le niveau de maîtrise? Est-ce qu'il est partagé par tous? Est-ce qu'il est faisable un peu partout? Est-ce que la filière est mature? Est-ce qu'on a accès au gisement? C'est l'une des grandes questions, parce qu'il faut capter cette matière de déconstruction pour la traiter avant de la réintroduire. Quel est l'état de l'art? Quelles sont les techniques? Quelles sont les notions de durabilité? Alors là, il y a un certain nombre de normes, mais aussi de travaux de recherche qui ont abouti et qui montrent un petit peu les performances qui sont tout à fait compatibles avec des techniques connues. Et puis, évidemment, le volet assurantiel, garantie, vers lequel il faut parfois encore un peu progresser et démontrer la performance, mais tout ça est déjà engagé, est déjà accessible. Et les actions concrètes de traduction de ces questions, c'est l'utilisation de granulats de béton recyclé qui, aujourd'hui, dans la nouvelle norme béton qui est parue en novembre 2022, donc il y a un peu moins d'un an, permet d'aller jusqu'à 60% de granulats de béton recyclé dans les bétons. Donc c'est une question qui est en partie en voie d'être un premier élément de réponse, mais il y en aura d'autres à aller chercher. Et puis il faut ouvrir les plateformes de recyclage, donc on est cohérent avec le propos de la REP aussi, et avec les initiatives d'un certain nombre de nos acteurs industriels, opérateurs économiques de la filière, qui ont déjà, dans certaines régions dynamiques de France, commencé à ouvrir des plateformes dédiées au recyclage pour capter les déchets de la déconstruction, les traiter et pouvoir les mettre et les insérer dans des bétons composés de granulats de béton recyclé. Ça se traduit aussi dans des réalisations, certaines que vous connaissez déjà, que je me suis permis de vous présenter à nouveau, hein, des projets comme de petits collectifs comme le 11 à Chartres, qui sont effectivement une première réalisation qui est un petit peu ancienne. Donc on arrive ici à 20% de granulats de béton recyclés dans les mélanges qui ont été introduits, sur un petit projet de logement très intéressant qui a vraiment été préparé avec, comme on l'a dit depuis ce matin, les mots-clés, ça a été changé ensemble. Ce projet-là a fait l'objet d'une traduction concrète du changer ensemble, avec un travail collectif de l'ensemble des acteurs de la chaîne de ce projet. Et puis une opération un petit peu plus grande envergure sur un site de 20 hectares où il y avait une trentaine de bâtiments, où là, il y a eu un consortium d'opérateurs avec Eiffage en tête, dont l'objet était de casser les éléments de ce domaine universitaire pour en réutiliser une plus grande partie possible sur site, ce qui a été fait par rotation, par déconstruction sélective, avec des chiffres qui sont assez impressionnants, parce que l'objectif de cet écoquartier créé, c'est 20 000 logements, c'est 2000 logements, 36 000 m² de bureaux et 15 000 m² de commerce. Ce projet-là a été réalisé petit à petit et a permis de réintroduire plus de 50% dans les voiries et un peu moins de 50% dans les bâtiments, de 60 000 m³ de ces matériaux qui ont été obtenus sur 6 mois de concassage consécutifs en rotation d'atelier, à la déconstruction, à l'avancement. À la fin, on avait 2% seulement de débris évacués. Ça correspond quand même à 600 tonnes de CO2 évitées sur des opérations d'importance d'aménagement de ce type. Donc on peut faire, à condition de se concerter avant et de travailler tous ensemble. Donc le changement, la transition écologique, ça passe aussi par cette collaboration. David ? J'ai intitulé cette partie comme chez soi parce qu'un des points essentiels sur la propreté des chantiers, c'est de considérer comme étant chez soi, que ce soit de la part de nos collaborateurs, nos conducteurs, de la part de nos artisans, puis surtout le client, où même si le chantier n'a fait que commencer, pour lui, son terrain, sa construction, son vide sanitaire, c'est comme son propre domicile, donc il ne peut pas supporter que ce ne soit pas particulièrement bien rangé.
Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, sur des terrains de faible surface, ça nécessite une organisation, une réflexion en amont pour pouvoir tout cadencer au mieux. Il faut trouver un bon partenaire pour le recyclage des déchets, un partenaire qui soit réactif, qui soit compétent, qui soit de proximité. Il y a une pédagogie, il y a un dialogue permanent avec le personnel de chantier et sur le tri lui-même des déchets, il faut aussi avoir une approche qui soit compréhensible par les ouvriers du bâtiment et pas forcément issue de réflexions un peu trop stratosphériques, être vraiment très pragmatique. Il y a une information sur le voisinage aussi à faire parce que le tri des déchets sur le chantier ne constitue pas un effet d'aubaine du déchetterie de quartier. Il faut aussi que le tri des déchets des chantiers soit propre au chantier. Il y a la satisfaction client, et quand je dis client, je le mets au sens large. Ça peut être aussi la commune, parce que les édiles sont très attentifs à ce que les chantiers soient propres, qu'ils n'aient pas de remontée du voisinage et de plaintes. Et puis, comme je vous disais, le client considère que le chantier, c'est chez soi. Et puis, pour conclure, je dirais que la REP aurait pu être considérée dès le départ de réaction un peu épidermique comme une contrainte. Alors que le tri des déchets, c'est aussi l'amorce non seulement à une meilleure gestion des déchets, mais c'est aussi le point de départ du recyclage des déchets et pouvoir refabriquer de nouveaux matériaux. Et puis dans une étape peut-être encore plus fine et encore plus ardue, lors de la destruction du bâtiment préexistant, c'est le réemploi du matériau. Donc, enfin, nous, en tout cas, chez Maisons Berval, ça nous a donné l'idée d'aller sur une notice éco-responsable qu'on travaille avec mon adjoint Jérémy en ce moment. Et pour répondre en clin d'œil aux propos introductifs de Bérangère, c'est comment une contrainte à la fin peut devenir presque une innovation pour l'entreprise. Merci David. Donc dans tout cela, c'est vrai que ça peut sembler compliqué pour les entreprises et tous les acteurs du coup de la filière de s'y retrouver. Donc chez Saint-Gobain, pour aider tout le monde, on a ouvert une offre qui est les engagés. Cette offre, les engagés, permet de montrer des solutions et des systèmes qui sont éco-responsables et qui ont les meilleures performances autour de 4 piliers: énergie, carbone, ressources, santé et bilan du chantier et santé et bilan des occupants. Voilà, donc c'est des produits qui optimiseront votre étude environnementale. Et bien sûr, vous pouvez les retrouver sur nos sites respectifs, Placo Isover, à la rubrique Les Engagés. Voilà, écoutez, je vous remercie et je remercie tout le monde d'avoir participé à cette table ronde.